4 septembre 1914. 5 heures du matin. Vallée de la Marne, France. Le lieutenant Karl von Bülow de la 3e armée allemande scruta l'horizon à travers ses jumelles, observant les positions françaises qui semblaient abandonnées dans la brume matinale. Derrière lui, 3 divisions d'infanterie attendaient l'ordre d'avancer, confiantes dans leur supériorité numérique et tactique qui avait balayé la Belgique en quelques semaines. L'offensive allemande avait progressé si rapidement que même l'état-major à Berlin était surpris. Les Français reculaient partout. Paris était à portée de main. Von Bülow consulta sa montre. Dans 15 minutes, l'artillerie allemande ouvrirait le feu, puis l'infanterie avancerait pour occuper les collines abandonnées. La guerre serait terminée avant Noël, exactement comme prévu. Ce que von Bülow ne pouvait pas voir dans la brume, ce qui allait transformer sa confiance en terreur absolue, c'était une ligne de canons français, cachés derrière les crêtes. Des canons d'un type que les Allemands n'avaient jamais rencontré au combat. Des canons qui allaient tirer si vite et si précisément que von Bülow, survivant de cette journée, témoignerait plus tard devant des incrédules. Ce n'était pas de l'artillerie, c'était une mitrailleuse géante. À 5h15, le canonnier Jean Moreau, un paysan breton de 23 ans servant dans le 75e régiment d'artillerie, reçut l'ordre qui l'attendait. Feu à volonté. Sa main se porta sur la culasse du canon de 75 mm modèle 1897, l'arme qui allait sauver la France. Ce qui suivit défierait toute compréhension allemande de l'artillerie moderne. En 60 secondes, le canon de Moreau envoya 20 obus sur les positions allemandes. 20 obus de 7 kg chacun, volant à 700 mètres par seconde, explosant avec une précision mortelle à 6 km de distance. Et Moreau n'était qu'un parmi des centaines de servants de 75 déployés le long de la Marne ce matin-là. Les Allemands, qui avaient étudié l'art de la guerre depuis Frédéric le Grand, qui avaient perfectionné la doctrine militaire depuis des générations, qui possédaient les meilleurs canons Krupp que l'argent pouvait acheter, découvraient qu'ils affrontaient une révolution technologique qu'ils n'avaient pas vue venir. Le canon de 75 mm n'était pas simplement une amélioration de l'artillerie existante. C'était une refonte complète de ce que l'artillerie pouvait accomplir. La genèse de cette arme révolutionnaire avait commencé 17 ans plus tôt, non pas sur un champ de bataille, mais dans les ateliers de l'arsenal de Puteaux. En 1897, alors que l'Europe vivait une paix relative, un groupe d'ingénieurs français, dirigé par le colonel Albert de Port, avait résolu un problème qui tourmentait l'artillerie depuis son invention, le recul. Chaque canon traditionnel reculait violemment lors du tir, forçant les servants à le repositionner avant chaque coup. Cette procédure prenait du temps, exposait les hommes au feu ennemi et limitait la cadence de tir à 2 ou 3 coups par minute maximum. Les artilleurs du monde entier acceptaient cette limitation comme une loi de la physique, aussi immuable que la gravité. L'équipe de Port refusa d'accepter cette limitation. Ils conçurent un système hydraulique révolutionnaire qui absorbait l'énergie du recul et ramenait automatiquement le tube en position de tir. Le canon ne bougeait pas. Seul le tube reculait sur ses glissières, freiné par un système de pistons hydrauliques remplis d'huile, puis revenait exactement à sa position initiale. Le pointage restait intact. Le servant n'avait qu'à ouvrir la culasse, insérer un nouvel obus, fermer la culasse et tirer à nouveau. Le résultat était stupéfiant. Un servant expérimenté pouvait maintenir une cadence de 15 à 20 coups par minute. Un canon français pouvait tirer autant d'obus en 1 minute que 6 canons allemands. Et parce que le canon ne bougeait pas, la précision restait parfaite, coup après coup. Mais l'innovation ne s'arrêtait pas au mécanisme de recul. La culasse à interruption Nordenfeld se fermait et s'ouvrait en un quart de tour, si rapide qu'un servant pouvait la manipuler presque sans y penser.
L'éjecteur automatique expulsait la douille vide dès l'ouverture de la culasse, éliminant une étape manuelle supplémentaire. Les obus étaient conçus pour être manipulés par un seul homme, avec leur fusée réglable pour l'explosion à l'impact ou en altitude. Le système de pointage était également révolutionnaire. Des manivelles à engrenages permettèrent des ajustements précis en site et en direction. Un servant pouvait passer d'une cible à l'autre en quelques secondes. Maintenant, un tir précis sur des objectifs multiples sans perdre le rythme de feu. Le viseur panoramique donnait une vue claire du champ de bataille, permettant aux canonniers d'engager des cibles à des distances que les artilleurs allemands jugeaient impossibles. Quand le premier prototype fut testé à Bourges en 1897, les observateurs militaires refusèrent d'abord de croire ce qu'ils voyaient. Un seul canon tirant 15 obus en 58 secondes, chaque obus frappant à moins de 2 mètres du point visé, à 4000 mètres de distance. Le général Georges de Percin, directeur de l'artillerie, comprit immédiatement les implications. « Messieurs, déclara-t-il à l'état-major, nous venons de rendre obsolète toute l'artillerie mondiale. » L'armée française ordonna immédiatement la production de masse. Entre 1897 et 1914, plus de 4000 canons de 75 furent fabriqués dans le plus grand secret. Les ateliers de Puteaux, Bourges et Rennes travaillèrent jour et nuit. Chaque canon nécessitait 3000 pièces usinées, avec une précision de 1/100 de millimètre. Les pistons hydrauliques devaient être parfaitement étanches. Les ressorts devaient résister à des milliers de cycles de compression. La moindre imperfection rendait le système inutile. La France investit l'équivalent de 3 milliards de francs actuels dans ce programme. Chaque régiment d'artillerie fut équipé de 36-75. Les servants furent entraînés jusqu'à pouvoir charger et tirer les yeux fermés. Des milliers d'obus furent stockés dans des arsenaux à travers le pays. Des usines entières furent construites uniquement pour produire les douilles en laiton et les fusées. Mais le secret fut gardé. Les attachés militaires étrangers qui visitaient la France voyaient des canons soigneusement camouflés ou des modèles factices. Les spécifications techniques étaient classées secret d'État. Les servants prêtèrent serment de ne jamais discuter du mécanisme de recul. Quand la guerre éclata en août 1914, aucune armée au monde ne savait ce qui les attendait. L'état-major allemand, confiant dans ses canons, Krupp de 77 mm et ses obusiers massifs, planifiait une guerre courte, basée sur la rapidité de mouvement et la supériorité numérique. Leur doctrine supposait que l'artillerie française serait similaire à la leur, lente à tirer, difficile à repositionner, vulnérable aux charges d'infanterie. Cette supposition allait leur coûter des centaines de milliers d'hommes. Le baptême du feu du 75 eut lieu lors des batailles frontières en août 1914. Les premières attaques allemandes en Alsace et en Lorraine rencontrèrent une résistance inattendue. Mais c'était à la Marne, en septembre, que l'arme prouverait sa valeur décisive. Quand le lieutenant von Bülow donna l'ordre d'avancer à 5h30 le 4 septembre, ses soldats se levèrent confiants de leurs tranchées et commencèrent à descendre vers les positions françaises. La brume matinale les cachait encore. Dans 15 minutes, ils seraient sur les canons français avant que les artilleurs ne puissent tirer plus de quelques coups. Puis l'enfer se déchaîna. Le son fut la première chose qui terrifia les Allemands. Pas le boom espacé de l'artillerie traditionnelle, mais un roulement continu comme le tonnerre, qui ne s'arrête jamais. Bang, 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 si rapide que les explosions se chevauchaient en un rugissement continu qui faisait trembler le sol. Le sergent Hans Müller, de la 9e compagnie du 105e régiment d'infanterie, décrivit plus tard la scène dans son journal, récupéré après sa capture. Les obus tombaient comme la pluie. Pas des coups isolés que l'on pouvait éviter, mais un déluge, continu. Chaque seconde amenait une nouvelle explosion. Les hommes tombaient par douzaines, puis par centaines.
Nous ne pouvions pas avancer. Nous ne pouvions même pas rester debout. En 3 minutes, la 3e compagnie de Müller cessa d'exister. 240 hommes entrèrent dans la vallée. 37 en ressortirent. Le reste fut tué, blessé ou si choqué qu'ils restèrent paralysés dans les cratères d'obus. L'attaque, qui devait percer les lignes françaises en 1 heure, s'effondra en moins de 10 minutes. Von Bülow, observant depuis la colline, ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Ses jumelles suivaient les éclairs oranges des canons français. Il compta 15 coups d'un seul canon en moins d'1 minute. Impossible. Aucun canon ne pouvait tirer si vite. Pourtant, ces hommes mouraient sous un déluge d'acier qu'aucune doctrine allemande n'avait prévu. Le canonnier Moreau, lui, vivait le moment le plus intense de sa vie. Charger, fermer, tirer, ouvrir. La douille brûlante volait en arrière, éjectée automatiquement. Un nouveau coup était déjà dans ses mains, l'obus lourd mais maniable, conçu pour qu'un seul homme puisse le charger rapidement. Dans le tube, fermer, tirer. Le canon reculait en souplesse sur ses glissières, puis revenait exactement en position. Pas besoin de réajuster le tir. Charger, tirer, encore, encore. Autour de lui, 5 autres servants travaillaient en harmonie parfaite. Le chef de pièce criait les corrections. Plus à droite, 200. Le pointeur tournait sa manivelle. 3 secondes. Feu. L'officier observait les impacts avec ses jumelles. Parfait. Continuez. 15 obus quittèrent le canon de Moreau dans la minute suivante. 15 explosions dans les rangs allemands, chacune créant un cratère de 3 mètres, chacune envoyant des éclats d'acier mortels dans un rayon de 50 mètres. La batterie de 6 canons de Moreau tira 900 obus en 15 minutes. 900 projectiles de 7 kg explosés dans une zone de 200 mètres carrés. Les Allemands appelleraient plus tard cela le moulin à viande de la Marne. Les officiers français l'appelèrent simplement l'efficacité. Ce qui rendait le 75 particulièrement terrifiant était sa précision maintenue. Les canons traditionnels perdaient leur pointage après chaque tir. Les servants devaient réajuster, vérifier, corriger. Cela prenait du temps et réduisait la précision. Le 75, lui, tirait du même point exactement, encore et encore. Si le premier obus touchait la cible, les 19 suivants frapperaient au même endroit. Les Allemands découvrirent cette précision mortelle lors de leur tentative de contre-batterie. Leur canon Krupp était excellent, avec une portée supérieure au 75. Mais il tirait lentement. Un canon allemand tirant 3 coups par minute devait changer de position après chaque salve pour éviter le feu de contre-batterie. Le 75, tirant 15 coups par minute, n'avait qu'à identifier la position allemande une seule fois. Puis, il l'inondait d'obus avant que les servants allemands ne puissent réagir. Le major Heinrich von Klug, commandant d'un groupe d'artillerie allemande à la Marne, perdit 3 batteries en 2 jours. Son rapport à l'état-major décrivait l'impuissance. Nous engageons une position française. Avant que notre 3e obus ne soit tiré, nous recevons 30 obus en retour. Nos hommes sont tués avant de pouvoir limoner. Nous ne pouvons pas gagner un duel d'artillerie contre ces canons. La bataille de la Marne fut gagnée par de nombreux facteurs, mais les historiens militaires s'accordent sur un point. Sans le 75, Paris serait tombé. Les canons français stoppèrent l'avance allemande par la pure puissance de feu. Chaque tentative allemande de percer les lignes se brisait sous un déluge d'obus. Chaque concentration de troupes était repérée et détruite en minutes. Les Allemands, habitués à une artillerie qu'ils pouvaient esquiver ou éviter, découvraient un feu qu'on ne pouvait ni éviter ni survivre. Les statistiques de la Marne racontent l'histoire. L'artillerie française tira 2 300 000 obus en 6 jours. Les pertes allemandes atteignirent 121 000 hommes, dont 70% causés par l'artillerie. Les Français perdirent 80 000 hommes, mais tinrent leur position.
Le 75 avait sauvé la France. Mais la Marne n'était que le début. Alors que la guerre se transformait en conflit de tranchées, le 75 allait prouver sa valeur encore et encore. À Verdun, à la Somme, au chemin des Dames, partout où les Français combattaient, le canon mythique était là, crachant la mort à un rythme que personne d'autre ne pouvait égaler. L'impact psychologique sur les soldats allemands fut profond et durable. Le lieutenant Ernst Jünger, qui survivrait à la guerre pour devenir écrivain, décrivit le 75 dans ses mémoires, avec une terreur presque mystique. Le canon français tirait comme une créature possédée. On entendait le rugissement continu et on savait que la mort approchait par vagues. Pas des obus individuels qu'on pourrait éviter par chance, mais un barrage ininterrompu où la survie était simplement impossible. Les soldats allemands développèrent une peur spécifique du son du 75. Le crack caractéristique de l'obus français en vol, suivi de l'explosion, devint le cauchemar de millions d'hommes. Les médecins militaires allemands documentèrent des cas de névrose du 75, des soldats qui paniquaient au moindre bruit ressemblant à un tir d'artillerie. Certains hommes, entendant le bruit distinctif du canon français, se recroquevillaient dans leurs tranchées et refusaient de bouger, même sous les ordres directs de leurs officiers. La doctrine militaire allemande dut être complètement revue. L'état-major à Berlin convoqua des réunions d'urgence. Comment combattre une arme qui tirait 5 fois plus vite que leur propre canon? Comment avancer quand l'ennemi pouvait concentrer 100 obus par minute sur n'importe quel point du front? Les solutions traditionnelles, charges massives d'infanterie, concentration de force, ne fonctionnaient plus. L'artillerie française transformait chaque concentration en cimetière. Les Allemands essayèrent d'adapter leur propre artillerie. Krupp reçut des contrats d'urgence pour développer des canons à tir rapide. Mais copier le système hydraulique français s'avéra pratiquement impossible. Les brevets étaient secrets. Les quelques canons capturés étaient démolis ou inutilisables. Les ingénieurs allemands essayèrent de recréer le système à partir de zéro, mais n'obtinrent jamais la même performance. Le meilleur canon allemand à tir rapide, introduit en 1916, atteignait 6 coups par minute. Le 75 tirait toujours 15. La solution allemande fut de développer des obusiers massifs capables de détruire les positions françaises par le poids des explosifs plutôt que par la cadence de tir. Les canons géants comme la Grosse Bertha pouvaient pulvériser des fortifications entières avec un seul obus. Mais ces monstres étaient lents, difficiles à déplacer, vulnérables aux raids aériens et aux tirs de contre-batterie. Le 75, mobile et rapide, pouvait être déplacé et mis en batterie en moins de 10 minutes. À Verdun, en 1916, le 75 prouva encore sa valeur. La bataille qui devait saigner la France à blanc, selon les mots du général von Falkenhayn, devint au contraire un charnier allemand. Les canons français, positionnés sur les hauteurs de la rive gauche de la Meuse, pilonnèrent les attaques allemandes avec une intensité qui défie l'imagination. Le soldat allemand Gustav Böhmer, de la 5e division d'infanterie bavaroise, décrivit dans une lettre à sa famille l'enfer de Verdun. Nous avancions sous le feu des 75. Les obus tombaient comme une tempête métallique. Pas une seconde de répit. On ne pouvait pas courir assez vite. On ne pouvait pas se cacher assez profondément. Les hommes autour de moi tombaient comme des quilles. J'ai vu un obus tomber sur un groupe de 8 hommes. Quand la fumée s'est dissipée, il ne restait que des lambeaux. Les statistiques de Verdun sont stupéfiantes. Entre février et décembre 1916, l'artillerie française tira 15 millions d'obus sur les positions allemandes. Le 75 représentait plus de la moitié de ces tirs. En moyenne, un obus tombait sur chaque mètre carré du champ de bataille. Certaines zones, particulièrement disputées, reçurent jusqu'à 10 obus par mètre carré. Ce déluge d'acier transforma le paysage lui-même. Des forêts devinrent des champs de souches brisés. Des villages disparurent complètement, réduits à de la poussière.
Le terrain lui-même fut retourné encore et encore, créant un paysage lunaire, de cratères qui se chevauchaient. Les soldats des deux côtés vivaient dans la boue créée par des millions d'explosions, une boue mélangée de terre, de débris et de restes humains. Le canonnier Paul Lintier, servant un 75 dans le secteur de Verdun, écrivit dans son journal personnel : « Nous tirons depuis 3 jours sans arrêt. Mes mains sont brûlées par les douilles chaudes. Mes oreilles saignent du bruit constant. Le canon est si chaud qu'on ne peut pas le toucher. Mais nous continuons. Nous devons continuer. Chaque obus que nous envoyons est un soldat français qui vivra, un soldat allemand qui mourra. » La logistique derrière cette puissance de feu était elle-même une merveille. Maintenir le tir de milliers de canons nécessitait un approvisionnement constant en munitions. Des trains entiers transportaient des obus jour et nuit vers le front. Des usines à travers la France travaillaient en 3/8 pour produire assez de projectiles. Des femmes, appelées les munitionnettes, remplirent les rangs des ouvriers partis au front, usinant les douilles en laiton, assemblant les fusées, remplissant les obus de mélinite explosive. La production française atteignit des niveaux jamais vus dans l'histoire. En 1916, les usines françaises produisirent 100 millions d'obus de 75 mm. 100 millions. Chaque obus nécessitait 7 kg de laiton pour la douille, 2 kg de mélinite pour l'explosif, et une fusée précise contenant 50 pièces différentes. La fabrication d'un seul obus mobilisait une douzaine d'ouvriers différents. Les Américains, observant l'efficacité du 75, comprirent rapidement qu'ils avaient besoin de cette arme. Quand les États-Unis entrèrent en guerre en 1917, l'armée américaine ne possédait que 550 canons d'artillerie moderne, dont la plupart étaient obsolètes. Le général John Pershing, commandant du corps expéditionnaire américain, demanda immédiatement des 75 français. La France, malgré ses propres besoins massifs, accepta de fournir et de fabriquer des canons pour les Américains. Entre 1917 et 1918, 2000 canons furent livrés aux forces américaines. Des instructeurs français entraînèrent les artilleurs américains à Val d'Aoun et dans d'autres camps. Les Américains découvrirent que maîtriser le 75 demandait des mois de pratique. La coordination entre les 6 servants devait être parfaite. Le moindre retard dans la séquence réduisait la cadence de tir. Le capitaine Harry Truman, futur président des États-Unis, commanda une batterie de 75 dans l'Argonne en 1918. Dans ses mémoires, il décrivit sa première expérience de combat. « Nous avons ouvert le feu à l'aube. Mes canons ont craché l'enfer pendant 2 heures sans interruption. Les Allemands essayèrent une contre-attaque. Nous les avons arrêtés net avec un barrage qui aurait fait fondre le diable lui-même. J'ai compris ce jour-là pourquoi les Français appelaient cette arme leur salvatrice. » Les forces expéditionnaires américaines utilisèrent le 75 avec une efficacité croissante. À Saint-Mihiel et dans l'offensive Meuse-Argonne, les batteries américaines équipées de canons français fournirent un appui-feu crucial. Les Allemands découvrirent qu'ils affrontaient maintenant 2 armées équipées du canon qu'ils redoutaient le plus. Mais au-delà du champ de bataille, le 75 avait transformé la guerre elle-même. L'artillerie était devenue l'arme dominante, causant plus de 70% de toutes les pertes. La doctrine militaire mondiale fut réécrite autour de la puissance de feu plutôt que du mouvement. Les fortifications devinrent obsolètes face à un barrage d'artillerie soutenu. Les charges héroïques de cavalerie appartenaient au passé. La guerre moderne était devenue une question de production industrielle et de supériorité technologique. L'innovation française avait déclenché une course aux armements dans l'artillerie. Chaque nation comprit qu'elle devait développer des canons capables de rivaliser avec le 75 ou accepter la défaite. Les Britanniques développèrent leur obusier de 18 livres. Les Allemands améliorèrent leurs canons Krupp. Les Américains commencèrent à concevoir leurs propres pièces d'artillerie à tir rapide. Mais aucun ne surpassa jamais vraiment l'original. L'armistice de novembre 1918 marqua la fin de la Grande Guerre.
Mais pas la fin du 75. Le canon continua à servir dans l'armée française pendant encore 30 ans. Quand la Seconde Guerre mondiale éclata en 1939, plus de 4075 étaient toujours en service actif, modernisés avec des pneus en caoutchouc et des tracteurs pour le remorquage. En mai et juin 1940, face à l'invasion allemande, les vieux canons combattirent à nouveau. Les servants français, dont beaucoup étaient les fils et petits-fils de ceux qui avaient servi en 1914, découvrirent que le 75 pouvait encore tuer efficacement. Les panzers allemands, avec leur blindage léger, étaient vulnérables aux obus de 75 mm tirés à bout portant. Le lieutenant Pierre Billotte, commandant un char B-1 lors de la bataille de Stone, observa une batterie de 75 stopper une colonne de Panzer III. Les vieux canons tiraient comme au temps de mon grand-père. 15 coups par minute, chaque coup perforant le blindage allemand, comme du papier. 4 chars détruits en moins de 2 minutes. Les Allemands paniquèrent et se replièrent. Le 75 prouvait qu'il était toujours mortel. Mais la défaite française de 1940 ne fut pas causée par l'obsolescence du 75. L'arme fonctionnait parfaitement. C'était la doctrine, la stratégie et le commandement qui échouèrent. Les canons furent souvent positionnés pour la défense statique plutôt que pour l'appui mobile dont les forces françaises avaient besoin. Quand l'ordre de retraite vint, beaucoup de batteries durent détruire leurs canons pour les empêcher de tomber aux mains allemandes. Les Allemands, capturant des milliers de 75, les remirent immédiatement en service. Renommés 7,5 cm FK 231F, ces canons français servirent dans la Wehrmacht jusqu'à la fin de la guerre. L'ironie était amère pour les Français, leur propre invention maintenant utilisée contre eux. Mais elle témoignait aussi de la qualité du design. Même après 40 ans, même face aux armes modernes de la Seconde Guerre mondiale, le 75 restait efficace. La résistance française libéra certains canons cachés ou abandonnés. Ces 75 participèrent à la libération de la France en 1944 et 1945. Des batteries improvisées, servies par des résistants qui n'avaient jamais vu d'artillerie avant, utilisèrent les vieux canons avec une efficacité surprenante. La simplicité du design permettait une formation rapide. Un homme qui connaissait les tracteurs et la mécanique pouvait apprendre à servir un 75 en quelques jours. Après la guerre, le canon de 75 mm, modèle 1897, fut finalement retiré du service actif français en 1945. 50 ans de service, 2 guerres mondiales, des millions d'obus tirés, des centaines de milliers de vies sauvées et prises. Aucune autre arme d'artillerie dans l'histoire n'avait servi aussi longtemps avec aussi peu de modifications. Les exemplaires survivants trouvèrent diverses destinations. Beaucoup furent vendus à des nations plus petites qui les utilisèrent jusque dans les années 1960. Le Portugal employa des 75 dans ses colonies africaines. La Pologne garda une flotte de canons français jusqu'aux années 50. Même après leur retrait militaire, certains canons servirent dans des écoles d'artillerie pour l'entraînement. Aujourd'hui, des dizaines de 75 sont préservés dans des musées à travers le monde. Le musée de l'armée aux Invalides à Paris en possède plusieurs exemplaires, dont un sectionné pour montrer le mécanisme hydraulique interne. Le musée de l'air et de l'espace au Bourget expose un canon complet avec son avant-train et son équipement. Aux États-Unis, le National World War I Museum à Kansas City conserve un 75 américain restauré en état de fonctionnement. Ces canons préservés attirent toujours des foules. Les visiteurs, touchant le métal froid, essayant de tourner les manivelles de pointage, comprennent difficilement comment cette machine relativement simple a changé le cours de l'histoire. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 25 000 canons fabriqués, plus de 200 millions d'obus tirés, une cadence de tir qui resta inégalée pendant des décennies.
Les historiens militaires considèrent le canon de 75 mm, modèle 1897, comme l'une des armes les plus influentes jamais créées. Il ne gagna pas la Première Guerre mondiale à lui seul, mais il rendit la victoire possible. Il permit à la France de tenir face à une armée allemande plus nombreuse et mieux entraînée au début de la guerre. Il infligea des pertes si massives que les Allemands ne purent jamais complètement récupérer leur supériorité numérique initiale. Plus important encore, le 75 démontra que l'innovation technologique pouvait compenser l'infériorité numérique. La France, en 1914, possédait une armée plus petite que l'Allemagne, mais elle possédait une arme supérieure. Cette arme, utilisée correctement, égalisait les chances et fournissait le temps nécessaire pour mobiliser les ressources complètes de la nation. Le colonel Deport, l'ingénieur principal du canon, ne vécut pas assez longtemps pour voir son invention sauver la France. Il mourut en 1908, 6 ans avant que la guerre n'éclate. Mais ses collègues, ses successeurs et les millions de soldats qui combattirent sous la protection de son canon ne l'oublièrent jamais. Un monument fut érigé à Puteaux en 1920, honorant Deport et son équipe. L'inscription dit simplement « Au créateur du canon de 75 mm qui sauvèrent la France ». La leçon du 75 résonne encore aujourd'hui dans les académies militaires et les écoles d'ingénieurs. L'innovation ne vient pas toujours du concept le plus radical ou de la technologie la plus avancée. Parfois, elle vient de la résolution d'un problème fondamental que tout le monde supposait insoluble. Le recul des canons était accepté comme une réalité inévitable. Deport et son équipe refusèrent d'accepter cette limitation et créèrent une révolution. Le 75 enseigna aussi que la supériorité technique devait être combinée avec la doctrine appropriée et la logistique pour réussir. Les Français ne se contentèrent pas d'inventer un canon supérieur. Ils entraînèrent des servants capables de l'utiliser à son plein potentiel. Ils construisirent l'infrastructure industrielle pour fournir des millions d'obus. Ils développèrent des tactiques pour exploiter la cadence de tir extraordinaire. L'arme et le système qui la soutenait formaient un tout indissociable. Quand le dernier vétéran français de la Première Guerre mondiale, Lazare Ponticelli, mourut en 2008, à 112 ans, il fut enterré avec les honneurs militaires. Près de son cercueil se tenait un canon de 75 mm, silencieux maintenant, mais toujours imposant. Le canon qui avait défendu la France quand Ponticelli était jeune, qui avait sauvé Paris quand tout semblait perdu, qui avait tenu Verdun quand l'enfer lui-même semblait moins terrible que la bataille. Le 75 représente un moment unique dans l'histoire militaire, une arme si supérieure à tout ce qui existait qu'elle redéfinit la guerre elle-même. Les Allemands riaient de l'armée française en 1914, confiant dans leur supériorité numérique et tactique. Ils cessèrent de rire quand le rugissement du 75 emplit la vallée de la Marne ce matin de septembre. Le lieutenant von Bülow, qui survécut à la guerre, écrivit dans ses mémoires, publiés en 1923. « Nous étions convaincus de notre victoire. Nous avions les meilleurs soldats, les meilleurs généraux, la meilleure doctrine. Mais nous n'avions pas le meilleur canon. Cette seule déficience nous coûta tout. Le 75 français n'était pas simplement une arme. C'était la preuve que le génie français existait toujours, malgré nos préjugés. Ce canon nous enseigna l'humilité, une leçon que nous payâmes avec le sang de nos meilleurs hommes. La vérité résonne dans ces mots. Le canon de 75 mm, modèle 1897, ne fut pas simplement une arme. Ce fut une démonstration de l'ingéniosité française, de la détermination française, de la résistance française face à l'adversité. Quand la France semblait sur le point de tomber, quand Paris était menacé, quand tout espoir semblait perdu, le 75 tint la ligne. Chaque obus tiré était un message aux envahisseurs. La France ne tomberait pas facilement.
Chaque barrage était une démonstration que la supériorité technique pouvait compenser l'infériorité numérique. Chaque position défendue prouvait que l'innovation et le courage combinés étaient imbattables. Le canon, maintenant silencieux dans les musées, reste un témoignage de cette époque. Les visiteurs peuvent toucher le métal, tourner les manivelles, regarder à travers le viseur. Mais ils ne peuvent pas entendre le rugissement, sentir le recul, voir les obus pleuvoir sur l'ennemi. Ces sensations appartiennent au passé, aux hommes qui servirent ces canons avec fierté et terreur mêlées. Jean Moreau, le canonnier breton dont le canon ouvrit le feu ce matin de septembre 1914, survécut à la guerre. Il retourna à sa ferme en Bretagne, reprit sa charrue, planta ses champs. Mais jusqu'à sa mort en 1953, il garda, dans son salon, une photographie de son équipe de canons, 6 jeunes hommes souriants, debout fièrement devant leurs 75. 3 d'entre eux ne virent jamais la paix. 3 survécurent pour raconter l'histoire. Quand on demandait à Moreau comment il se sentait d'avoir servi le canon qui sauva la France, il répondait simplement « Nous faisions notre devoir. Le canon faisait le sien. Ensemble, nous tenions la ligne. C'était assez. » Cette simplicité cache la vérité profonde. Le canon de 75 mm, modèle 1897, fut plus qu'une arme. Ce fut le symbole de la France qui refuse de tomber, qui innove quand d'autres stagnent, qui combat avec intelligence autant qu'avec courage. Quand les Allemands rirent des Français en août 1914, le 75 leur répondit en septembre. Son rugissement résonna à travers l'Europe, un message clair que la France vivrait, combattrait et vaincrait. Les échos de ce rugissement résonnent encore aujourd'hui, dans chaque musée qui préserve ses canons, dans chaque livre qui raconte leur histoire, dans chaque cérémonie qui honore ceux qui les servirent. Le canon qui pinça les Allemands en secondes, qui tira si vite qu'ils crurent affronter des mitrailleuses géantes, qui transforma la défaite certaine en victoire improbable. C'était le 75, l'arme qui sauva la France.